Donc, pour résumer tout ça, nous sommes imprégnés du monde dans lequel nous sommes tout autant que nous l'imprégnons. Tous les êtres sont enchevêtrés et tous les êtres sont donc vulnérables. La perméabilité des êtres rend les êtres vulnérables. Toutes les expériences vécues par l'être transjectif sont transformatives, que ce soit avec d'autres humains, des non-humains, des êtres animés ou pas, le monde dans son ensemble, les concepts, la culture, etc. Nous sommes vulnérables. Mais dire ça, de dire que nous sommes vulnérables, ça ne doit pas être nécessairement compris comme étant quelque chose de négatif. Cette vulnérabilité-là peut générer un nouveau type de responsabilité éthique qui peut mener à un foisonnement de la vie sous toutes ses formes. Et ici, je vous invite à repenser au zoé-égalitarisme, l'expression de la vie sous toutes ses formes. L'être transjectif, il est vulnérable. Judith Butler, peut-être que vous avez entendu parler de Judith Butler, non? Peut-être, OK. Butler, c'est une penseure très, très importante, une féministe très importante, qui a beaucoup écrit sur la notion de vulnérabilité. Et la question de savoir, sa question c'est whose life is grievable? Qui mérite d'être pleuré? Qui a un poids moral dans le champ de nos préoccupations morales? Et ça, c'est une question politique très, très importante. Par exemple, lorsqu'on pose la question des migrants, et ça, c'est le point d'origine de sa réflexion à Butler. Est-ce que les migrants font partie de notre cercle de préoccupation morale? Est-ce qu'on doit en prendre soin? Notre soin, notre compassion, notre action, est-ce qu'elle est due? Est-ce que l'heure est due? Les gens les plus vulnérables sont souvent exclus de notre champ de considération morale, ce qui les rend encore plus vulnérables. Butler examine ces questions-là et elle dit, vous avez la citation ici, « L'ontologie du corps sert de point de départ pour repenser la responsabilité justement parce que, dans sa surface et sa profondeur, le corps est un phénomène social. Il est exposé aux autres et donc vulnérable par définition. » Mais comme on l'a vu, l'être transjectif, il est encore plus vulnérable que ce que suggère Butler, parce que sa perméabilité réside dans son cœur biochimique. Un être dont la survie et la vie florissante dépendent du transit d'autres êtres à travers son être. La vulnérabilité post-humaine, elle est potentiellement positive. Donc, on va faire un peu de latin pour voir ce que je veux dire par là. Vulnérabilité. Le terme lui-même, ça vient du mot latin vulnère, que je prononce probablement pas comme il faut, qui signifie littéralement blessé ou affecté. Donc, si on déconstruit le mot, la vulnérabilité, l'aptitude à blesser, ça indique que nous avons cette potentialité en tant qu'être transjectif. Nous avons l'aptitude à être affecté, à être blessé, mais aussi à blesser et à affecter. Donc, je propose de prononcer le mot d'une autre façon pour indiquer cette aptitude-là qui est potentiellement positive. C'est une potentialité ambivalente chez l'être transjectif, la vulnérabilité. Habilité, aptitude, l'habilité à blesser. Donc, on peut, si on prend le terme de cette façon-là, c'est l'être transjectif, c'est un être qui est apte à blesser, à affecter, mais en étant empêtré dans l'enchevêtrement matériel dont on a parlé, l'être transjectif, il est à la fois apte à blesser et à être blessé. Et Jane Bennett, dont j'ai parlé tantôt, elle dit que, je cite, « Dans un monde de matière vibrante, blesser une section de ce réseau matériel signifie se blesser soi-même. » Donc, blesser, c'est se blesser, et se blesser est aussi blesser. Nous ne sommes pas des êtres fermés sur soi,
qui interagissent les uns avec les autres. Toute interaction, c'est un transit, un enchevêtrement, une constitution et une destruction du soi. Donc, l'habileté dont il est question ici, l'aptitude à blesser, ce n'est pas l'expression d'une agentivité intentionnelle forte. Cette aptitude, c'est celle d'un être qui est lui-même le fruit d'un enchevêtrement de relations et d'êtres qui le traversent. Donc, notre aptitude à blesser est une direction sans intention, pour reprendre le mot de Frost. Comme je l'ai mentionné, nous cherchons plus souvent qu'autrement à nous protéger et à diminuer notre vulnérabilité. Au fait, je réalise, je ne l'ai pas mentionné du tout parce que je ne lisais pas ce bout-là, mais je vous le dis maintenant. Plus souvent qu'autrement, on cherche à se protéger, on cherche à se rendre invulnérable. Et ça, ce que les penseurs post-humanistes et les penseurs qui réfléchissent à la question de la vulnérabilité ces temps-ci, ils vont dire que, en fait, c'est mal comprendre le type de créature que nous sommes. Et Simone Dreschel dit quelque chose de très intéressant à cet égard-là. Vous avez la citation ici en haut. « En cherchant à nous protéger, nous en arrivons à nous faire violence de façon perverse. Ou encore, pour le dire autrement, ce que nous préservons dans l'autopréservation est ce qui rend notre soi inhumain, plutôt qu'humain. » En faisant l'effort de nous protéger et de nous rendre invulnérables, nous nous faisons violence et nous nous déshumanisons. Il serait préférable d'accepter notre vulnérabilité et de chercher à vivre une multitude d'expériences tout en reconnaissant que certaines d'entre elles seront transformatives, peut-être de façon inconfortable, peut-être de manière à nous changer profondément, peut-être aussi de manière à être sujet à de la violence. Mais l'important est de cesser de se concevoir comme étant tout-puissant, ou en tout cas d'essayer de l'être en nous rendant invulnérables. Cette tentative-là, elle est futile de toute façon, et comme le dit Claire Colebrook, il s'agit d'un reste de pensée humaniste qui conçoit l'humain comme étant omnipotent, tout-puissant. Reconnaître notre être transjectif et sa vulnérabilité fondamentale, reconnaître que nous dépendons de cette vulnérabilité sociale, matérielle et subjective, afin de mener une vie florissante, nécessite que nous abandonnions les idéaux humanistes dont nous avons souffert trop longtemps, nous et tous les autres êtres avec qui nous partageons le monde. Donc, si toute expérience n'est pas bonne en soi, toute expérience constitue l'être transjectif, et en tant qu'elle constitue l'être transjectif, c'est une expérience qui est nécessaire. Mais ça veut dire que la vulnérabilité est une potentialité ambivalente. Et j'aime cette image-là parce que on peut la comprendre comme étant en mouvement dynamique de constitution et destruction de soi. C'est un mouvement, ce n'est pas nécessairement une créature qui se défait, mais elle se fait en même temps. Il y a une espèce de mouvement dynamique dans cette image-là qui capture ce que j'essaie de communiquer ici. Donc, cette potentialité ambivalente-là de la vulnérabilité, on doit la comprendre et on doit aussi essayer de la maintenir. Comprendre ça, c'est aussi comprendre que nous n'avons jamais été l'humain de la pensée humaniste. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve chez beaucoup de penseurs post-humanistes. C'est comprendre que les philosophies qui ont misé sur la raison, les dichotomies sujet-objet, pensée-corps, humain-nature, ces dichotomies-là ont introduit des distinctions et des limites qui, en fait, n'existent pas. Comprendre tout ça nous permet de redevenir le post-humain que nous avons toujours été. Ça nous permet aussi de vaincre l'exceptionnalisme humain qui est si dommageable.
Comprendre notre vulnérabilité comme étant le fondement de la vie florissante signifie que nous pouvons embrasser cette vulnérabilité-là et la chérir. Mais cela entraîne aussi des prises de position éthiques nécessaires. Redécouvrir l'être post-humain que nous avons toujours été, l'être transjectif et sa constitution matérielle, nous offre une meilleure compréhension des multiples dimensions de la relationnalité avec les êtres avec lesquels nous sommes toujours enchevêtrés. Nous pouvons aussi penser la vulnérabilité en termes génératifs. Stacy Alaimo, elle nous appelle à concrétiser notre exposition. Rappelez-vous, elle parle des humains comme des êtres, des sujets exposés. Elle veut que nous embrassions notre perméabilité et elle dit concevoir le sujet comme exposé, penser l'exposition, c'est accepter l'idée que le sujet imperméable de la pensée occidentale n'est plus tenable. Concrétiser l'exposition est un geste éthique et politique. Et vous avez une partie de la citation ici. Elle dit « Occuper l'exposition en tant que vulnérabilité rebelle consiste à réaliser des alliances matérielles plutôt qu'abstraites. » Et par vulnérabilité rebelle, on comprend ici une vulnérabilité qui ne se complaît pas dans le négatif, mais qui cherche à exploiter son côté génératif. Une vulnérabilité qui appuie la vie florissante. Une vulnérabilité rebelle, qui se rebelle contre la conception traditionnelle de la vulnérabilité comme étant négative. Et donc, le matérialisme féministe et post-humaniste nous donne les outils pour concevoir la vulnérabilité dans un sens génératif, sans toutefois conserver le sujet humain de l'humanisme. Je vais m'arrêter ici, mais en guise de conclusion, je veux seulement indiquer quelques pistes de réflexion. Et puis, on peut discuter de tout ça avec vos questions. J'ai mis l'emphase dans la présentation sur les relations organiques entre les êtres vivants, la notion de la vie florissante et tout ça. Mais je pense que il est important aussi de réfléchir sans pencher dans le transhumanisme, sans retourner dans un hyper-humanisme. Il est aussi important de réfléchir à nos liens avec la technologie, l'intelligence artificielle et les méthodes pour améliorer l'humain. Si mon interaction avec une plante ou avec mon collègue Dave sont constitutives de mon être, ben c'est vrai aussi de mon interaction avec un ordinateur, avec mon iPhone ou avec une prothèse auditive ou avec ce micro-casque et la commande pour avancer, le PowerPoint. Tout ça, présentement, constitue mon être. Je suis reliée à la technologie pour interagir avec vous. Donc, il y a de l'organique et il y a du non-organique dans cette expérience-là. Et pour vous aussi, dans la salle. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, peut-être que le cyborg est une manière pour la vie de s'épanouir en tant que vie humaine qui s'invente des outils pour soi, en tant que cette forme particulière d'expression de la vie, mais c'est aussi une expression de la vitalité de la matière, en tant que son être est aussi matériel. Ça, c'est matériel. Ça, c'est matériel. Nos interactions avec la technologie, elles génèrent aussi une autre dimension à la vulnérabilité dont j'ai parlé. En continuant à nous exposer aux technologies, il y a plusieurs questions éthiques et politiques qui s'ouvrent, mais si on prend en considération l'aspect génératif de la vulnérabilité, ça pourrait nous amener à nous épanouir de façon très positive, sans toutefois revenir au sujet de l'humanisme, sans remettre l'humain au centre de nos préoccupations et sans remettre l'humain au sommet d'une hiérarchie entre les êtres. Et ça peut être un sujet pour la discussion. Alors, je vous remercie de votre attention.